Bonjour, bienvenue dans le Culture Mag. On va se poser un petit peu maintenant pendant une petite demi-heure. On va voir ensemble ce qui fait l'actu culture aujourd'hui. En Afghanistan, le tournage d'une série télé pas ordinaire. En français, c'est titré La loi de Shéren, l'histoire d'une femme et mère de 3 enfants qui veut divorcer. C'est la première fois qu'une télé s'intéresse aux droits des femmes et milite contre les mariages forcés en Afghanistan. Au sommaire également, la vague « Pourquoi j'ai pas mangé mon père ?» Le film porté par Jamel Debbouze est incontournable dans les médias. Le Culture Mag prend le contre-pied. On va vous raconter la longue aventure de ce livre mythique, une aventure de 25 ans. L'histoire sera racontée par nos 2 invités, le producteur et le scénariste de ce film. Et puis nous irons en Israël. Une grande exposition dédiée aux héros du ciel a démarré cette semaine. Pilotes, astronautes, parachutistes, les grandes figures de l'aviation posent un pied à Tel Aviv. Atterrissage réussi. Voilà pour le sommaire. Merci de nous rejoindre sur i24 News. Vous aimez la télé de fait, vous êtes peut-être même accro aux séries. Vous serez donc content ou pas content d'apprendre que dans la série Homeland saison 6, eh bien Carrie Mathison ne travaillera ou ne travaillerait plus pour la CIA. Que va faire l'agent bipolaire? Chômage, femme au foyer, espionne, borderline? Eh bien ce sera la surprise de la série numéro 6 qui est en cours d'écriture. Alors réaction immédiate sur les réseaux sociaux. C'est la CIA qui s'est exprimée. Elle a envoyé un tweet bien sonné. Bon débarras, Carrie Mathison. Pourquoi? Eh bien, parce que selon un article du New York Times, les vrais agents femmes du renseignement américain en avaient un peu marre des clichés sur les espionnes, sur les tenues moulantes, l'alcool et l'open sex pour obtenir des secrets. Est-ce que nous, on va faire tout ça au Culture Mag pour obtenir les secrets du film Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Eh bien, oui. Parmi les sorties de la semaine, vous avez probablement pas échappé à la tornade Jamel Debbouze. Il fait la promo de son film, lui, sa femme, ses amis. Un film qui a par ailleurs une histoire assez particulière dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qu'on va vous expliquer maintenant. Nous sommes en ligne avec le producteur historique de ce projet. Il s'appelle Fred Fouja. Bonjour Frédéric. Fred. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas si on dit Fred ou Frédéric d'ailleurs. Comme tu veux. Ah bon, d'accord. En plus, vous me tutoyez, c'est parfait. Alors, merci beaucoup d'être avec nous. On va poser dans quelques instants d'autres questions à votre scénariste, Jean-Luc Fromental, mais on va commencer par vous, Fred Fouja. Pourquoi ça fait 25 ans que vous attendez la sortie de ce film? Parce qu'il y a 25 ans, le livre est devenu un best-seller en France. Et j'en ai acheté les droits à ce moment-là. Il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit en 1960 en fait, oui. Par Roy Lewis, mais dont la version initiale anglaise n'avait eu aucun succès, avec une centaine d'épreuves vendues. Et c'est la traduction française qui a eu un immense succès dans la fin des années 80. Alors ça, on va en parler avec le scénariste, mais moi je voulais avoir votre point de vue à vous de producteur et de réalisateur. Qu'est-ce qu'il y avait de cinématographique pour vous, Fred Fouja, dans ce livre de Roy Lewis? En fait, au départ, c'est le procédé de comédie qui est extraordinaire. C'est qu'il crée un personnage. Ce personnage est l'inventeur de l'humanité. En quelques années, il va tout inventer, tout ce qui fait qu'on est aujourd'hui des hommes modernes. Donc, il part de singe, son frère est singe, et lui, il est différent, et il a plus de poils. Il va aller chauffer au feu des cavernes, il va chasser, alors que son frère est le singe. Non, bon, mais tout ça, on le sait, parce qu'on entend beaucoup de Jamel en parler. Moi, ce que je voudrais, c'est votre point de vue à vous. Pourquoi, il y a 25 ans, vous êtes précipité sur ce livre-là? Mais parce qu'il était excessivement drôle. Il m'a fait hurler, il m'a fait pisser de rire de ce livre, et je trouvais que c'était ma matière à comédie fabuleuse. Après, il y avait du spectacle, évidemment. Bien sûr. Mais essentiellement, ce livre m'a fait rire. Alors, Fred Fouja, le grand public connaît quelques-uns de vos succès animaliers notamment. On vous doit l'Odyssée de l'espèce, qui est un événement télé majeur qui a été vu par presque 9 millions de spectateurs. Comment, Fred Fouja, on passe du documentaire animalier finalement à ce film d'animation? Alors ça, c'est un secret, il faut demander à ma maman. mais effectivement, considérer l'homme comme un primate qui a des capacités un peu surprenantes, c'est pas loin de l'animalier finalement.
c'est juste une question de regard. Mais effectivement, on part dans Pourquoi j'ai pas mangé mon père. On part du primate qui est dans son arbre et comment il devient ce qu'on est aujourd'hui. Fred Foujas, ma dernière question. On regardait les crédits de ce film. Alors on voit que vous êtes co-auteur, co-réalisateur, co-scénariste. Est-ce que c'est facile de partager l'affiche avec un poids lourd comme Jamel Debbouze ? C'est lui qui prend toute l'image. Moi, je reste respectueusement à ma place. Effectivement, Jamel est immensément connu, il est très populaire, donc c'est à lui d'assurer toute la promotion, et c'est lui, il le fait très très bien. Hein. Ça me va très bien, moi. Et nous, on est très contents de vous avoir, vous, et d'avoir votre point de vue. Merci beaucoup, Fred Foujas. On va maintenant s'adresser à un autre personnage de l'ombre de ce film, le co-scénariste du film. Bonjour, Fred Foujas. Vous êtes l'homme de l'ombre, vous êtes éditeur de romans graphiques, vous êtes scénariste spécialiste de films animés. Ce livre, Roy Levis, a une histoire particulière dans laquelle on trouve Vercors, qui était lui aussi un grand illustrateur. Pourquoi, Jean-Luc, et merci d'être avec nous. Oui, bonjour Valérie, c'est Jean-Luc Fromental et pas Fred Foujas. Je suis depuis longtemps un fan du livre de Roy Lewis qui est paru dans les années 80 en France, après avoir vécu pendant 20 ans une existence un peu underground dans le milieu académique anglais. Et ce livre a une histoire assez étonnante, c'est-à-dire qu'il a été apporté par Théodore Monod au vieux Vercors, donc l'auteur du Silence de la mer, et il lui a proposé d'en faire la traduction. Et ce livre, qui était relativement confidentiel en Angleterre, est devenu une sorte de best-seller inattendu dans les années 80. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il a attiré l'attention de notre ami Fred Foujas et qui en a acquis les droits en 1991, si je ne m'abuse. Oui, voilà, tout à fait. Il vient de nous l'expliquer. Donc, Vercors fait la préface du livre et puis le livre suit sa route. Donc, vous l'avez entre les mains. Fred Foujas vient de nous le dire, il achète les droits il y a 25 ans. Qu'est-ce que vous, Jean-Luc Fromental, avez fait de la version originale? Qu'est-ce que vous avez rajouté? Qu'est-ce que vous avez ôté? Et pourquoi, dans le fond, il mange pas son père, alors que dans la version originale, il mange son père? Alors, quand je suis arrivé sur le projet, il y avait déjà pas mal de gens qui avaient dormi dans ce lit-là, si on peut dire, pas mal de scénaristes qui avaient tenté le coup pour un film en prise de vue réelle. Et moi, je suis arrivé pour une raison particulière, c'est que Didier Brunner, qui était à l'époque partenaire dans l'entreprise et qui dirigeait la société Les Armateurs, qui avait fait le dessin animé Kirikou, très, très connu, de Michel Oslo, m'avait proposé d'y penser sous l'angle d'un dessin animé. Donc, on a décidé de faire table rase de ce qui avait déjà été fait, de repartir du livre. Et à partir de là, on s'est aperçu en travaillant sur le livre que c'est un livre extraordinaire, extraordinairement drôle, mais qu'il lui manquait une colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle dans le scénario un arc très précis et qu'il fallait retravailler là-dessus. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert un certain nombre de vides, je dirais, dans le livre, qu'on a pu remplir tout en restant fidèle à son esprit et à son propos, qui était de résumer en gros sur la vie d'un homme 10 millions d'années d'évolution de l'humanité. Et au fil des transformations, je me suis dit qu'au fond, on s'éloignait quand même pas mal du livre et qu'il était juste de signaler ça dans le titre. Et comme oui, parce que je vous coupe un peu, pardon Jean-Luc, mais ça veut dire que vous avez ôté, adapté. Quel est l'écho philosophique du film aujourd'hui, de la thématique du livre, mais avec son rendu maintenant du film, finalement un peu anti-progrès ou pour le progrès? Non, au contraire, totalement, et en faveur de l'évolution de l'humanité. La force des grands livres, c'est de se prêter au changement d'époque sans jamais perdre leur âme, si on peut dire ce qu'il est temps. Ce livre a été écrit avant la fin de la guerre froide. Il se terminait par une sorte d'explosion nucléaire. Quand je l'ai pris en main, j'ai voulu y rajouter la conscience de l'hédonisme des années 68, des sociétés qui avaient d'une certaine manière accéder au bien-être et à la résolution des problèmes primaires des sociétés. Et je pense que quand Jamel Debbouze s'en est emparé, il en a fait un véhicule personnel et donc il y a apporté ses propres préoccupations. Et je pense que c'est essentiellement un plaidoyer en fonction, au nom de la différence, de la tolérance, de la fraternité, etc. Et du vivre ensemble.
Voilà, c'est vraiment la marque d'un grand livre que de pouvoir se prêter aux évolutions de l'époque et de rester toujours pertinent. Une dernière question, vous avez très peu de temps, c'est vraiment la grosse question. Vous êtes bien entendu, vous, avec Jamel Debbouze et Fred Fouja? Moi, je n'ai pas travaillé avec Jamel Debbouze, j'ai travaillé avec Fred pendant 2 ans. C'est un garçon absolument formidable qui, quand il a quelque chose en tête, le mène à bien quoi qu'il arrive. C'est une âme forte, si on peut dire. Après, Jamel Debbouze, j'ai regardé ça de loin et j'ai beaucoup apprécié le professionnalisme à l'œuvre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a autour de lui une équipe et des gens formés pour le porter au maximum d'incandescence. Et lui-même est un comédien et un entrepreneur, si on peut dire. Ah oui, ça c'est sûr. Absolument incroyable. Merci beaucoup Jean-Luc Fromental, co-scénariste donc du film qui sort cette semaine sur les écrans. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. À suivre, une série TV afghane qui met en avant les droits des femmes. En attendant, un petit tour dans les airs, c'est le highlight du jour. Il est signé Sandy Fortis. Les aviateurs juifs et israéliens honorés, une exposition met la lumière sur ces hommes et ces femmes volantes qui ont participé activement à l'élaboration de l'histoire de l'aéronautique, des pionniers astro-hongrois aux premiers aviateurs américains, en passant par les pilotes de l'armée allemande pendant la Première Guerre mondiale. Hommage aussi aux ingénieurs aéronautiques juifs soviétiques et aux pères du vol supersonique, sans oublier les premiers pilotes et parachutistes israéliens et les nombreux astronautes juifs qui ont pu survoler notre planète. Organisée par la Mensch Foundation, cette exposition est dédiée à la mémoire d'Ilan Ramon, pilote de chasse et premier astronaute israélien, et à Yonatan Netanyahou, frère de l'actuel Premier ministre et commandant d'une unité d'élite de l'armée israélienne tué lors de l'opération Entebbe. Jewish and Israeli Aviators, une exposition qui vous emmènera au 7e ciel. Parmi les disparitions de la semaine, celle de Nita Raya mérite qu'on s'y arrête. Elle a été une grande figure de l'après-guerre, une danseuse, chanteuse, meneuse de revues aux Folies Bergères. Toute une génération l'a admirée au cinéma, notamment dans le film Bécassine. Nita Raya était par ailleurs juive, roumaine. Elle a été la compagne de Maurice Chevalier de 1935 à 1945, donc dans les heures noires de la guerre. Nita Raya, tout comme Joséphine Baker, avaient été cachés ensemble en Dordogne, en France. Elle s'est donc éteinte la semaine dernière à 99 ans, emportant avec elle le trouble Maurice Chevalier et son attitude pendant l'occupation. Voilà, on va finir ce journal de la culture avec un reportage étonnant qui a été fait à Kaboul. Les premières scènes d'une série télé révolutionnaire qui ont été tournées cette semaine. La série télé est titrée La loi de Cheren. C'est une série féministe qui pointe les viols, les mariages forcés. C'est le récit du jour. Il est signé Ariane Hassan. Un tournage plein d'audace au cœur de Kaboul. Cette future série télé afghane met en scène Chérine, une mère célibataire de 3 enfants qui cherche à divorcer après un mariage forcé. À l'écran, ce personnage permettra d'aborder des problèmes tabous en Afghanistan, comme le viol et les violences familiales. Le feuilleton espère ainsi briser le silence et changer le regard de la société sur les femmes afghanes. Il y a des gens qui ont vécu ce genre de choses. Il y a des femmes qui ont vécu ce genre de choses. Il y a des mères, des pères, des filles et des fils qui ont traversé ce genre de choses. Et si tout ce que j'arrive à accomplir en lançant cette série, en faisant parler d'elle, c'est que les gens se disent « Ok, ils ne sont pas si terribles, ils sont juste humains, ils font de leur mieux. » Alors j'espère que j'aurai fait mon travail. En Afghanistan, les femmes sont souvent stigmatisées, parfois simplement parce qu'elles sortent de chez elles ou qu'elles cherchent à travailler ou à s'éduquer. Et c'est bien pire encore pour celles qui osent montrer leur visage à la télévision. C'est un peu dangereux, même pour moi. Hier, nous tournions dehors. Quand ils disent « action », j'oublie tout. Mais ensuite, quand ils disent « couper » et que j'attends la prochaine prise, j'ai toujours peur que quelqu'un me lance de l'acide ou me frappe avec un couteau.
Sous le régime taliban, les télévisions étaient interdites en Afghanistan. Aujourd'hui, plus de la moitié des ménages en possèdent une et les effets se ressentent dans la société. En fait, ceux qui ont une télévision sont davantage ouverts d'esprit. Ils sont moins conservateurs, plus éduqués, et ils ne vont pas être des sympathisants des talibans. Et plus de femmes regardent la télévision, comparé aux hommes. Au-delà de son combat personnel, le personnage de Sherine se bat contre la corruption, un fléau dans le pays. Preuve qu'avec ses 12 épisodes, cette série féministe n'a pas peur de faire des vagues. Voilà, juste après, c'est l'info qui continue sur i24 News. On se retrouve demain. Merci beaucoup.